Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a le immense plaisir de recevoir ce soir Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national chargé de communication de l'Alliance démocrate pour le progrès, ADP, c'est parti politique cher à Christophe Lutunula. Bonsoir Philippe Kazadi. Bonsoir monsieur le journaliste et merci pour l'honneur. Avec Philippe Kazadi, nous aurons à débattre ou à scruter des fonds à comble les différents sujets qui défrayent la chronique en République démocratique du Congo, la clôture de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle. Est-ce qu'il y a eu franc succès ou échec? Le conclusion ou le résolution du mini-sommet de chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, est-ce qu'on peut espérer à l'application de ces différentes résolutions décidées par le chef d'État, membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, passant par l'opération Coup de poing initiée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, et les feuilletons Martin Bakolé. On en parle bien évidemment avec notre invité de ce soir. Êtes-vous bien portant, Philippe Kazadi? Très bien portant par la grâce de Dieu. Lorsqu'il y a Dieu, c'est-à-dire tout coule douce. Oui, ça va. Il y a espoir que d'abord nous sommes bien portants et il y a espoir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Parlons déjà de la clôture de l'opération d'enrôlement et identification des électeurs dans la première heure opérationnelle. Êtes-vous déjà satisfait? Parce que, à en croire le rapport ou les rapports rendus publics par la CENI, 76% d'enrôlés dans la première heure opérationnelle. Êtes-vous satisfait de cette opération, comme la façon dont ça s'est déroulé dans la première ère opérationnelle? En tout cas, on se rappellera que le début a été difficile et nous l'avons dénoncé ici et appelé la CENI à repartir sur un bon pied, et qu'aujourd'hui, à la fin, le rapport final fasse état de 76% des électeurs entendus que ce soit fait enrôler. Je crois pour moi c'est une réussite parce qu'on est déjà à plus de 70%, donc on est à une distinction à l'université. On vous parlera de la distinction. Donc c'est pour dire que le train des élections est vraiment engagé et donc il n'y a plus de reculs à faire. C'est un chemin de non-retour. Que ceux qui traînent le pas, que ceux qui trouvent la petite poule dans la tête du chauve qui est la CENI, n'ont qu'à refaire le calcul et à se préparer conséquemment parce que les élections auront bel et bien lieu, en tout cas, sauf catastrophe naturelle. Un rapport qui fait déjà débat dans la classe politique. L'opposition crie à une fraude électorale du côté du pouvoir en place, car estimant que l'opération ne s'est pas déroulée de la façon dont la CENI fait état de lieu. Bon, qu'ils fassent aussi le rapport. Il ne suffit pas d'attaquer le rapport de la CENI. Il faudrait que l'opposition aussi fasse son rapport, preuve à l'appui, pour dire que ces opérations n'ont pas été un succès. Mais je pense que l'opération... Succès peut-être à Kinshasa, je pense que, à Kwango, Équateur, dans certaines provinces du Grand Équateur, ça a posé problème. Il parle même de dysfonctionnement des centres d'enrôlement jusqu'à ces jours. L'opposition fait son travail de contester, de s'opposer et de faire des contre-propositions. J'aurais voulu qu'elle tombe sur ce terrain des contre-propositions plutôt que deux attaques ou de rejet en bloc de tout ce que fait les institutions ou ce que font les institutions en place. La CENI avait fixé, je crois, à 18 millions d'électeurs qui étaient entendus à la première opérationnelle. Mais là, on est à 76%, donc on est à plus de 12 millions, ou bien même plus de 14 millions. Parle des 14 millions. Voilà, donc 14 millions, peut-être plus concrètement, si ma mémoire et ma tête fonctionnent très bien. Donc, si on a 14 millions sur les 18 millions entendus, c'est un franc succès. Dire que ça n'a pas réussi, ça devient autre chose. Et dire aussi que
la majorité prépare une fraude électorale, alors il faut aussi démontrer comment ça va se passer. Parce que dans l'hypothèse où la CENI... Ont-ils raison lorsqu'ils avancent... Non, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais finir. Dans l'hypothèse où la CENI aurait réduit ou diminué le nombre d'enrôlés à Kinshasa, moi je suis candidat de Kinshasa, je suis de la majorité, je suis du gouvernement. Donc, je suis également touché par cette mesure-là, qu'on aura moins d'électeurs qui iront voler et voter. Donc, même ceux de la majorité sont concernés, sont touchés par la décision. En quoi cela est une fraude pour nous? Dans l'hypothèse où la CENI a gonflé les chiffres, ça signifie qu'on aura plus de représentants, tant au niveau national qu'au niveau provincial. En quoi cela est une fraude en faveur de la majorité? Je ne comprends rien. Donc on nous dise que l'opposition, en tout cas, revienne chez vous pour dire clairement en quoi consiste cette fraude-là. Comment ça va se passer? À quel niveau les candidats de la majorité seraient favoris ou favorables ou favorisés par la CENI? Les échos vous parviennent de l'extérieur, d'autres provinces. Est-ce que ce sont des échos favorables par rapport à cette opération? Parce qu'il faudra les dire, à Kinshasa, on a constaté juste au début, l'opération essayait un peu de tituber avec des problèmes de machines qui a été en fait résolu ici à Kinshasa. Mais est-ce que à l'extérieur, dans d'autres provinces, les cas aussi a été résolu? Je crois que cette question, il faut bien la poser à la CENI. Sinon, moi, en tant que politique, à travers les structures, excusez-moi, en quoi certains leaders à travers les structures de l'opposition qui ont ssionné l'extérieur du pays, ils font état des dysfonctionnements de certains centres électoraux. Vous savez, monsieur le journaliste, qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir mentir à ciel ouvert. Nous avons les smartphones, on peut facilement prendre la vidéo, faire une photo, partout pour apporter des preuves sur ces dysfonctionnements-là. Mais autant à Kinshasa, à l'intérieur aussi, on devrait s'attendre à ces dysfonctionnements techniques au départ, mais qui ont été résolus à Kinshasa. Je l'espère bien que ça a été résolu aussi ailleurs. C'est ainsi que nous arrivons à 76% d'enrôlés par rapport au nombre entendu. Donc déjà les chiffres, les statistiques données par la CENI prouvent en suffisance que l'opération s'est bien déroulée parce qu'on a plus de 76%. Donc on est à 14 millions d'électeurs sur les 18 millions entendus. Voilà. Bon, aussi, c'est qu'il faudra aussi féliciter cette forme de clémence de la part de la CENI. Le fait pour elle de cette clôture s'est fait cas par cas. En telle enseigne que le centre d'enrôlement qui ont connu des problèmes pendant peut-être une semaine, voire 2 semaines, ils vont récupérer cela. Ben voilà, une preuve de plus de la bonne volonté de la CENI de pouvoir rassurer toutes les parties prenantes et d'apaiser les climats vers les élections. Mais ceux qui ne sont pas prêts à aller aux élections, ceux qui veulent à tout prix qu'on ait un dialogue pour déboucher sur un gouvernement d'union nationale dans lequel ils se retrouveraient, trouvent toujours à redire sur tout ce que la CENI est en train de publier, sans apporter des propositions contraires. Parce que, curieusement ici, on s'attaque à ce que la position officielle d'une institution, mais on ne propose pas les contraires. Ça signifie qu'il y a un sérieux problème de réflexion, un sérieux problème d'analyse au sein des états-majors des partis politiques de l'opposition. Restons à Kinshasa pour parler de cette opération coup de poing initiée par le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. On remarque aujourd'hui, si vous parcourez les grands acteurs de la capitale, il y a certaines maisons qui ont été construites en violation de certaines lois urbanistiques ont été détruites par le gouverneur de la ville. Comment jugez-vous, premièrement, cette opération? On est passé de Kinshasa-Bopeto à l'opération coup de poing. Est-ce que Kinshasa-Bopeto avait récolté franc succès ou les gouverneurs de la ville n'arrivent pas à achever peut-être le projet dont tu inities? Non, la finalité ou l'objectif est le même, que ce soit Kino-Bopeto ou coup de poing. L'objectif, c'est d'assainir la ville.
tout le monde se plaint de la salubrité dans laquelle la population quinoise est en train de vivre. Et parmi les raisons qui ont fait qu'il y en ait des inondations macabres à Kinshasa ici, qu'on a décrié, moi personnellement, je me suis attaqué au gouverneur de la ville en ce qui concerne la gestion des immondices à Kinshasa. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est une réponse à la question de la sécurité environnementale et sécurité des vies humaines de la population quinoise. Donc, coup de chapeau au gouverneur de la ville qui, à mon avis, a fait preuve d'une oreille attentive à toutes les critiques que nous faisions ici, même nous de l'Union Sacrée. On a tiré à boulet rouge sur lui et qu'aujourd'hui, les tirs sont rectifiés. Pour moi, c'est un grand plaisir. Mais il faut peut-être dire que cette opération ne doit pas être sélective. Parce qu'on a l'impression qu'à certains niveaux, on fait la main douce et de l'autre côté, on utilise vraiment le bâton. Donc, il faudrait que la rigueur de la loi soit appliquée à tout le monde, à tous ceux qui ont construit anarchiquement. Ils doivent subir la rigueur de la loi. Ça doit être un fait pour que demain, d'autres opérations qui vont venir pour assainir la ville, parce qu'il n'y a pas que les constructions anarchiques, mais il y a aussi ceux qui balayent les grandes artères. On le voit balayer et puis prendre comment on appelle ça, le sable et puis jeter dans les caniveaux. Mais ces gens sont payés par l'hôtel de ville. Ceux-là aussi doivent être sanctionnés. Il y a beaucoup de types d'immondices qu'il faut enlever dans la ville de Kinshasa pour rendre la ville salubre. Pas seulement du point de vue environnemental, mais même du point de vue mentalité. Vous voyez que ça passe mal pour les gens d'accepter qu'il n'y a plus de marché pirate à Kinshasa. On leur dit, allez dans le marché construit pour vendre, allez vendre là-bas. On ne vend pas partout. Nulle part au monde où on vend partout. Ça n'existe pas. Mais ce pays où on ne vend pas partout, nous les envions. Nous disons, oh, ben voilà, il est fait beau vivre là-bas. Tout le monde veut immigrer pour aller là-bas. Mais rendons notre ville propre, rendons notre pays propre pour que nous puissions y rester cette opération, le plus longtemps que possible. Kinshasa sera salubre, parce qu'on se rend compte finalement... C'est une obligation que Kinshasa soit salubre. C'est une obligation. Lorsque le tracteur est en train de curer, de détruire des constructions anarchiques, et après, est-ce que les immondices, toutes ces saletés sont évacuées ou bien ça reste toujours là, ça demeure là pendant 1, 2 semaines, voire même 1 mois sans pour autant être évacué? Non, si le gouvernorat n'évacue pas ces immondices, ces déchets, comment on les appelle, c'est des briques cailloux, si on ne les vide pas, ça va encore créer de saleté et l'environnement ne sera pas propre. C'est ce que la population est obligée de constater. Oui, c'est un constat, mais je pense bien que au regard de la détermination du gouverneur et de son vice-gouverneur Gentini Ngobila et Jekoko Mulumba, je pense qu'ils vont mettre le moyen pour que ces déchets-là soient aussi évacués le plus vite que possible et laisser les grandes artères libres et les gens puissent voir d'un bout à l'autre. Est-ce qu'il ne fallait pas dans l'exercice de faisabilité, vous prenez la commune par exemple de Kalamou, il y a plusieurs quartiers, Matongue, Yolo, tout conso, vous détruisez des constructions anarchiques, vous curez les caniveaux, vous évacuez ces immondices ou ces bricaillons, et puis par la suite vous allez dans une autre commune pour mener à bon aussi ce genre d'action. Bon, je pense que toute œuvre humaine est porteur d'imperfection, ou porteuse plutôt d'imperfection. Je pense que si au niveau du gouvernorat, on n'a pas pu prendre en compte ou on n'a pas prévu les choses telles que vous les souhaitez maintenant, je crois que votre voix sera entendue, comme le gouverneur a entendu notre voix pour lancer ce genre d'opération. Donc on peut aussi vous suivre et puis remettre les choses en ordre, voilà. Donc c'est tout à fait normal. Parce que toute proposition. Cette commune, vous allez dans une autre commune, vous laissez des déchets, vous laissez des bricaillons, vous laissez des immondices. À un moment donné, il faut donner une impulsion, il faut donner un go sur une action qu'on veut mener pour l'étendre sur l'ensemble du territoire de la ville et montrer aux uns aux autres que nul ne va échapper.
Ok? Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, l'opération connaisse une léthargie et qu'on dise, bon, on a touché seulement 2-3 communes et ailleurs on n'a pas touché. Non. Le gouverneur est en train de démontrer qu'il veut aller sur tous les fronts et aller partout. Et ça, c'est nécessaire, c'est important, il faut les soutenir. Je voudrais d'ailleurs profiter de ces micros et de ces médias pour inviter la population quinoise à soutenir cette opération. Que ceux qui en sont victimes savent que c'est à pour notre bien, à nous tous, pour notre bien commun. La vie doit être propre, ça va nous éviter de maladies, ça va nous éviter des immondices à gauche à droite, ça va nous éviter des inondations et ça va nous éviter des morts. Ceux qui avaient trouvé la mort lors des dernières pluies à Kinshasa pouvaient être chacun d'entre nous ici. Si nous avons échappé, c'est pas parce que nous sommes spécial, mais peut-être qu'on était à un bon endroit au bon moment. Et ceux qui sont partis à l'au-delà ne devraient pas nous en tenir rigueur s'ils voient que désormais nous avons pris les choses au sérieux en remettant notre ville propre. Mais si nous ne les faisons pas, ils peuvent nous en vouloir et même les bons dieux n'écoutera plus nos prières. Et les victimes de dérapage de cette opération, coup de poing, seront-ils indemnisés? Naturellement, s'ils sont dans leurs droits, ils doivent être indemnisés. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que. Moi, je dis toujours, il n'y a pas que les constructions anarchiques. Il y a aussi les bruits sonores. Il y a comment on appelle ça, les tapages nocturnes et diurnes dans la ville de Kinshasa. Imaginez que le bar qui a construit au-delà de ses limites, on détruit le bar, mais le bruit du bar continue et les gens continuent à s'installer là où il ne faut pas vendre. Donc on détruit l'installation, ok? On détruit l'installation, mais les gens continuent à venir s'asseoir. J'étais hier sur le boulevard Kimbuta, partout on a déconstruit, mais les gens sont installés comme s'il y avait quelque chose. Mais il faut aussi que... Est-ce qu'il faudrait aussi interdire à ces tenanciers de terrasses, bars, de recevoir des clients? Ça peut choquer les gens, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Qu'on ne trouve pas de subterfuge, qu'on peut dire les gens souffrent, quelqu'un crée sa petite boutique. Non, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour vivre, pas seulement de la vente de la boisson. Et moi d'ailleurs, je peux aller plus loin pour que si ça relève de la compétence du gouverneur, qu'on interdise la production exagérée de l'alcool à Kinshasa. Parce que vous voyez aujourd'hui dans le bar, c'est une sorte d'immondice, dans le bar, les parents vont avec des bébés. Là où il est interdit aux mineurs de fouler les pieds, mais ce sont des enfants de 6 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qui y vont. Ils fêtent des anniversaires dans le bar sous ces bruits impossibles. Indifférents de la police, des agents de l'ordre. Des agents de l'ordre, de tout le monde. Tout le monde est devenu irresponsable. Personne ne s'occupe de quoi que ce soit. Mais il faut à un moment donné que tout s'arrête. Et moi, j'aime les discours de Jekoko qui dit qu'il faut rétablir l'autorité. C'est une question de la prise de conscience. Oui, mais c'est une question de conscience collective. Une question de conscience collective. Lorsque les gens vont s'asseoir au bord de la route, au grand risque d'être emportés par un véhicule, sans se gêner, donc il y a un problème de conscience. Sérieusement, un problème de conscience. Cette éducation aussi est mise en exergue par les autorités. Toutes les autorités du pays sont interpellées. Au niveau de la police, au niveau des services de renseignement, tous ceux qui doivent faire quelque chose, qui ont le pouvoir d'agir. Même les autorités. Il y a des complicités actives et des complicités passives. Chacun est responsable de quelque chose. Vous, journalistes, moi, en tant qu'élite politique, je suis aussi responsable. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe à Kinshasa, de la situation que nous décrions. Donc, nous ne devons pas vouloir une chose et son contraire. On veut la ville propre. Il fallait s'attendre que lorsqu'on va rendre la ville propre, il y a des décisions qu'il fallait prendre, des décisions impopulaires comme celle-ci. Et ça vaut la peine. Donc, j'espère que chacun de nous est interpellé par rapport à ces sujets. Parlons encore une fois de plus de cette polémique autour de la remise de $100 000 américains au boxeur congolais Martin Bakolé. Il y a la population qui écrit à une anarque de la République, vu que la date donnée par le boxeur de 4 mars et l'adversaire avec qui il devrait livrer le combat ne connaît pas
que devrait faire face à un combat revanche avec Martin Bakolé. Les liés n'est pas connu, mais le gouvernement quand même a déboursé à l'entremise du ministre du Sport Serge Condé 100 000 dollars américains en espèces données à ces boxeurs. Est-ce que c'est une arnaque où on peut parler de la complicité du décaissement de ces 100 000 dollars américains? Je pense bien qu'il y a une certaine complicité, mais il y a aussi une certaine légèreté. Mais pas une certaine, mais une légèreté grave et gravissime de la part du ministère de Sport. En tout cas, selon les informations à ma possession, Martin Bakolé n'a même pas écrit une lettre pour demander l'argent au gouvernement. Il a fait, même pas une lettre de demande de fonds. Il a fait une vidéo à travers laquelle il se plaignait d'être abandonné par le gouvernement, de manquer le billet, de manquer les billets pour aller livrer ses combats dans un cadre purement privé. C'est normal qu'un fils du pays soit soutenu par les institutions ou le gouvernement. C'est tout à fait normal. Mais la procédure doit être respectée pour que nous montrions l'exemple de la gestion orthodoxe des finances publiques. Et le ministre des Sports se permet de faire une demande en procédure d'urgence de 100 000 dollars qu'on devrait donner à Martin Bakolé. En procédure d'urgence? En procédure d'urgence. Sans pour autant voir des documents? Sans savoir si le combat sera livré. Contre qui? Où et quand? Donc Martin Bakolé était le seul à détenir ces informations. Et on a des informations que le gouvernement ne connaît pas. Le gouvernement a sorti l'argent. C'est là où ça le gouvernement décaisse l'argent sans pour autant voir l'information. C'est là où ça frise la complicité du ministre de Sport dans cette affaire. Et moi, je doute fort que Martin Bakolé ait reçu 100 000 dollars. Vous doutez, mais l'argent qu'on a... Dans cet argent, croyez-moi, 50, 60 000 dollars sont restés à Kinshasa. Martin n'a pas reçu 100 000 dollars. Ça, je parie. Parce que je ne vois pas un dossier traité avec une telle légèreté et que ces messieurs puissent gagner 100 000 dollars. Non, c'est pas possible. Est-ce que le président de la Fédération congolaise des boxe était informé? Il n'est pas concerné. Le ministre Martin Bakolé est en communication avec le président de la Fédération congolaise des boxe? Excusez-moi, la Fédération congolaise des boxe n'est pas concernée par cette affaire. Martin Bakolé fait sa carrière solo. Il organise un combat avec qui il veut, avec son manager, qui lui trouve des combats où il va livrer, il va bénéficier, il va gagner son argent. Cet argent ne rentre pas dans la caisse publique. Donc il ne peut pas dire qu'il est allé au nom de la République. Non, c'est pas au nom de la République. Parce qu'il y a quand même une fédération nationale de boxe qui existe en RDC. Tout comme une fédération de judo, fédération de foot. Vous croyez que moi, Congolais, je sors ici, je vais livrer un match amical, quelque part, je trouve l'argent et je dis, je suis allé représenter la RDC. Sans que la fédération n'en soit informée. Et pour que tu représentes un pays, tu dois être délégué. Et la délégation s'est faite officiellement. La délégation s'est faite officiellement. Et dans les cas d'espèce, il ne s'est pas question d'une quelconque délégation de Bakolé au nom de la RDC. Mais c'est une fierté. Alors, excusez-moi, c'est une fierté pour la RDC d'avoir un fils qui émerge à ce niveau. Mais que l'argent du trésor, l'argent soit sorti de cette manière, de manière aussi cavalière, c'est insupportable et c'est insoutenable. Qu'est-ce que fait, quelle a été la motivation aussi du ministre Serge Condé de demander l'argent dans un mode d'urgence en faveur de Martin Bakolé au moment où les joueurs, même la Linafoot peine, la Linafoot, ça ne marche même pas. Au moment où on a les championnats stoppés, des équipes en liste à la Confédération, les équipes de volleyball, le volleyball ne sait pas voyager faute de billets, mais on sort 100 000 dollars pour donner à Martin Bakolé. Je n'ai rien contre lui, mais c'est injuste quand même qu'il touche 100 000 dollars et que d'autres Congolais qui font la fierté, qui vont au nom du pays, puissent manquer de quoi. Quelle a été la motivation de Serge Condé? Pire encore. Non, c'est-à-dire que la motivation du ministre... Parce qu'il ne demande pas l'argent pour la Linafoot.
Mais là, c'est ça. Les championnats. C'est tout ce qui prouve qu'il y a une certaine complicité dans cette affaire et les ministres doivent s'être retrouvés. Voilà, s'il faut parler clairement comme ça, il s'est retrouvé dans cette somme-là. Ça, je suis sûr. Si ce n'est pas lui, ses collaborateurs se sont retrouvés. Il y a déjà une question orale avec débat, lui, adressée par rapport justement à ces sujets au niveau de la et je veux bien que l'IGF aussi puisse mettre son œil dedans. J'ai vu les tweets de Gilles Alingueté qui nous met généralement à l'aise lorsqu'il y a ce genre de décailles. Lui va nous apporter la lumière. Nous voulons vraiment, M. Alingueté, que tu nous dises pourquoi cet argent a été sorti sans que le ministre ne sache quand, avec qui Martin Bakole allait combattre. Et puis, pire encore, Martin dit qu'il fait une vidéo à partir de l'Europe. Il dit que la date est connue, mais l'adversaire n'est pas connu. Et que lui et son staff, eux, ils savent que c'est les 4. Donc, c'est sur base de ces informations-là qu'on a sorti 100 000 $ pour lui donner. Et puis, il faut souligner aussi que Martin, dans sa vidéo de demande, il a demandé le billet. Et non, il avait besoin d'un billet. Parce que même le budget de prépa, il a fait la vidéo qu'il a fait à partir de l'Europe. Mais on l'a vu avec le secrétaire général de l'UDPS, avec Abdelachou, avec toutes ces personnalités où il demandait l'argent. Il est devenu commandeur. Excusez-moi. Martin Bakole a fait une vidéo disant que le budget, à partir de l'Europe, que le budget sera déterminé, nous sera communiqué, tout ça après. Donc, on ne connaît même pas le budget, ok, de ces combats. On ne connaît pas les exigences qui sont liées à ces combats pour qu'on lui donne 100 000. Sur base de quoi on a sorti 100 000 $, mais pas 10 000. Pourquoi pas 5 000? Parce qu'un billet ici, lui d'ailleurs c'est un résident de là-bas. Il pouvait payer un aller simple. C'est une affaire de locaux. Maximum 1 500 $. C'est une affaire de locaux trop. Une affaire tout le monde s'est retrouvé dans cette affaire. Tout le monde a profité de Bakole pour se mettre un peu quelque chose dans la poche. Mais ce qui est regrettable, c'est peut-être les conséquences que cela peut avoir sur la carrière de Bakole. Je crois que à chaque fois qu'il aura un combat et qu'un adversaire soulève cette question sur les médias, il sera démoralisé. 100 000 $ américains. 100 000 $ américains. À justifier. Ça le colle directement. Ça le colle et il ne va pas s'en débarrasser aujourd'hui. S'il est plus sage, il n'a qu'à retourner cet argent. Est-ce qu'il a cet argent pour s'il est sage, ok, pour préserver son image, pour préserver sa dignité, il peut retourner cet argent. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un à qui on a décaissé l'argent à sa faveur et puis mais tant que vous n'avez pas l'argent a été restitué à la caisse de l'État. Écoutez, si vous n'avez pas le sens d'honneur, si vous n'avez pas le sens de dignité, vous ne retournerez pas. Mais je vous dis que c'est possible de retourner cet argent parce que lui ne vit pas de ça. Il pouvait bien continuer sa vie sans avoir perçu les 100 000 $. Vous pensez que Martin Bakole n'allait pas livrer le combat s'il n'a pas perçu les 100 000 $ ici? Alors qu'il n'avait besoin que de 1500 maximum pour aller, pour payer les billets. Et les gens ont estimé que le gouvernement, si le gouvernement voulait l'aider, le gouvernement pouvait attendre bien les budgets de toutes les opérations liées à ces combats pour les financer. Terminons. Mais au nom de la précarité qui caractérise notre sport, en tout cas tous les sports confondus, on ne peut pas sortir 100 000 $. C'est injuste et de donner à un individu alors qu'il y a des équipes de football, de volleyball, toutes les autres fédérations ici qui souffrent des problèmes d'argent. Notre stade de Martyrs, le célèbre stade de Martyrs, est non homologué parce que il ne tient pas aux conditions fixées par la FIFA. Mais pour que le stade réponde à ces conditions, il faut mettre de l'argent pour réhabiliter le stade. Mais avec 100 000 $, on peut faire quand même quelque chose de bon. On peut faire quelque chose pour ce stade-là. Mais on ne l'a pas fait. Le stade qui est un bien commun, homologué, un bien national. Le stade est non homologué. Donc ce stade, on ne jouera pas ici. Et vous voyez que même notre équipe nationale va aller jouer, va recevoir le Cameroun au Cameroun. C'est la Mauritanie, hein? C'est la Mauritanie. Voilà, c'est la Mauritanie, hein? Donc on va aller jouer avec la Mauritanie au Cameroun.
Là où nous n'aurons, il y a une réunion. Là où nous n'aurons même pas réunion des membres supporters. de la FIFA qui. Imaginez. Ils ont apporté de la FECOFA. Est-ce que vous ils ont imaginez apporté de rectification, c'est-à-dire le match peut bien se jouer au stade TP Mazembe. C'est une bonne chose que les matchs se jouent au stade de TP Mazembe parce que ici au moins nous aurons des supporters au stade pour soutenir, applaudir nos joueurs. Mais s'ils vont au Cameroun, et si on échoue là-bas, on va donner la faute à qui? Donc, l'exemple est là avec Serge Condé, le ministre des Sports, est en train de jouer un très mauvais jeu. Il est en train de glisser. Il est sur un terrain très glissant et ça peut le coûter très cher. Il est temps pour lui de pouvoir rectifier les tirs. Sur cette affaire et de clarifier l'opinion sur cette affaire de 100 000 $. Sinon, on demandera simplement et carrément au président de la République de bien vouloir le remercier. Philippe Kazadi, j'aimerais avoir votre lecture de fait avant de boucler complètement cette émission par rapport à ce mini-sommet tenu en Éthiopie entre le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, le chef de l'État Félix Tshisekedi était de la partie. Ils ont décidé en fait de l'harmonisation du processus de Luanda et de Nairobi. Ils ont demandé l'apport des partenaires financiers, de partenaires, mais également les cadres de coordination des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de cessez-le-feu. C'est une résolution assortie de ces mini-sommets, ça va servir de la consommation locale, ou bien vous pensez vraiment que non, cette fois-ci, c'est qu'ont décidé le chef d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sera d'application? Merci. La situation de l'Est est très préoccupante. C'est pour cette raison que le chef de l'État et son ministre des Affaires étrangères qui sont de tout là sont sur tous les fronts diplomatiques pour faire attendre la voix de la RDC, mais également solliciter la solidarité d'autres pays frères, de pays amis. C'est suivant cette logique que nous avons adhéré à l'EAC et qu'aujourd'hui la République a bénéficié de l'appui de l'EAC et que les troupes de la force régionale sont déjà au Congo. Maintenant, il faut que les troupes passent en action pour remettre hors d'état de nuire le rebelle du M23. Et c'est sur ces qu'ils vont de discussion en discussion pour que tous les mécanismes soient mis en place, okay, pour que cela soit réalisé dans le meilleur des conditions et qu'il y ait moins de morts du côté congolais parce qu'on en a déjà enregistré autant et qu'il y ait moins de casses. Donc, la démarche diplomatique qui est engagée aujourd'hui par le gouvernement, qui a même privilégié la diplomatie à la place de la guerre, c'est d'éviter trop de morts au pays. Okay? Et aujourd'hui, les derniers mini-sommets approuvent en suffisance qu'il y a des avancées, dans le sens où le président angolais a été responsabilisé et Uhuru Kenyatta ont été responsabilisés de prendre contact avec le commandement de M23 pour lui signifier des résolutions prises dans ces mini-sommets. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans ces communiqués, c'est le fait que cela constitue une mise en garde pour le M23 et je crois que ce sera un tout dernier message qu'on lui envoie avant que les troupes de l'EAC n'entrent dans la danse de la guerre. Vous pensez qu'ils vont entrer effectivement à la danse de la guerre? Ces forces sont venues pas pour faire du tourisme, on a dénoncé mais ce caractère inoffensif. Ces forces sont venues pas pour faire du tourisme, elle est là pour appuyer le FARDC et qui veulent plutôt mettre fin aux aventures du M23 et rétablir notre pays dans sa souveraineté et dans son intégrité territoriale. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui sur le plan diplomatique, on enregistre des avancées en termes de discussion, en termes de mécanismes diplomatiques pour aboutir à effectivement à installer la paix dans la partie est de notre pays. Et je sais que on ne peut pas demander à un peuple qui souffre de patienter, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix que de faire confiance aux autorités, tant civiles que militaires, qui sont engagées dans la résolution de la crise à l'Est, et leur faire confiance et attendre que la solution s'impose. Okay? Aujourd'hui, heureusement que, au vu au su de tous, les chefs de l'État et son gouvernement ont démontré toute leur disponibilité, tout leur engagement à pouvoir résoudre ces problèmes-là. On ne leur accuse pas
de complicité ou d'inaction. Nous sommes en train d'agir, mais comme je le dis régulièrement, le temps politique a ses réalités, a ses pesanteurs que le temps social ne supporte pas. Philippe Kazadi, je rappelle, vous êtes secrétaire national chargé de communication de l'Alliance Progrès. Alliance des démocrates pour le progrès. ADP, c'est parti politique, cher Christophe Lutundola. Je vous dis merci de temps disposé. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur et je remercie également tous les spectateurs qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission Zoom qui a été réalisé par Bruno Ndinga à ses côtés, Moro Njambe, Olivier Longwango et Karine Ebebe étaient du côté, étaient derrière les caméras. Alain Kabongo à la technique. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision.